Ça fait pas loin de 30 ans qu'il se rend en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à raison d'une fois par an environ. C'est devenu vital. Marc Dosier est photographe, réalisateur, fixeur, mais il est avant tout conteur d'histoires vraies. C'est lui qui signe la quasi-totalité des textes de notre dossier de couverture consacré à ce territoire fascinant du Pacifique, dans le numéro de juillet du magazine Géo. Bonjour, bienvenue. Vous écoutez Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font le sel de ce magazine. Celles et ceux qu'on catapulte sur la planète pour revenir avec des mots et des images. Moi, c'est Léa Santa Croce, et j'ai le plaisir de recevoir Marc Dosier, donc, pour parler Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il me répond non pas de Port Moresby, mais depuis chez lui, dans les Alpes. Bonjour Marc. Bonjour. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. Marc, s'il y a bien un Français qui connaît la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est toi. C'est une histoire d'amour de 30 ans entre toi et ce territoire. Il y a eu des reportages, des livres, des documentaires. Mais revenons au commencement. Tu parles en Géo de ton premier matin papou. Comment le Rhône-Alpin que tu es s'est retrouvé à partir pour la première fois à Port Moresby dans les années 90 ? Bon, alors, comme on va parler de Papouasie, j'ai le droit un peu comme les Papous de faire une digression et surtout pas répondre à la question. Mais d'abord, il y a beaucoup d'autres Français qui connaissent bien la Papouasie, beaucoup d'ethnologues, beaucoup de photographes. Et je ne suis pas le seul, mais c'est vrai que je suis parmi tout cela un des fous des Papous. Oui, c'est vrai. Ensuite, pour répondre à cette question, comment est-ce que je suis arrivé à Port Moresby, la capitale, la première fois? C'est ça, hein. C'était il y a longtemps. Et, effectivement, c'était dans le cadre d'un échange d'étudiants en fait, avec la capitale, Port Moresby, une sorte d'Erasmus de la Papouasie. À l'époque, Erasmus existait, mais avec la Papouasie, c'était pas possible. Mais l'université de Grenoble, l'université Stendhal, où je faisais des études, avait eu la gentillesse d'écrire une lettre que j'avais transmise à l'ambassadeur. Et l'ambassadeur avait transmis cette lettre à l'université. Et j'ai pris l'avion. J'avais eu aucune nouvelle après cette rencontre avec l'ambassadeur et le début de l'organisation de cet échange d'étudiants, parce que j'avais 19 ans à l'époque. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, je n'avais aucune idée si quelqu'un allait venir me chercher ou pas, et s'ils étaient vraiment au courant que j'étais étudiant et que normalement on avait organisé un échange. Mais surprise, en arrivant à l'aéroport, le directeur, je crois qu'il faut dire ça comme ça, de la Faculty of Creative Arts, c'est-à-dire l'université d'art créatif de Port Moresby, est venu me chercher à l'aéroport et il avait une grande pancarte. Et c'est comme ça que cette histoire a commencé. Alors je raconte dans Géo qu'effectivement, mais ça ce sera à lire dans le texte, effectivement, autour de ce premier matin papou, quand j'ai mis les pieds sur le tarmac de l'aéroport, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était de repartir. Tout simplement parce que il y avait des traces de sang partout par terre et des cannibales m'observaient à travers le grillage. Bon, vous découvrirez dans le texte que il y avait beaucoup de fantasmes et peu de réalité, mais c'est vrai que ce premier matin papou a été très spécial et il ne présageait pas de ce qui allait se passer puisque maintenant, effectivement, ça fait plus de presque 30 ans. Je passe une bonne partie de ma vie en Papouasie-Nouvelle-Guinée et j'ai découvert que les Papous étaient pas des cannibales, mais des gens très gentils, très accueillants et très drôles. Et qu'est-ce qui, depuis près de 30 ans, t'aimante au point d'y retourner, comme tu disais, quasiment chaque année et d'y passer tant de temps ? Peut-être que c'est l'humour des Papous, justement. J'ai une théorie à ce sujet qui vaut ce qu'elle vaut. Elle est peut-être un petit peu ridicule, mais je pense que dans chaque pays, il y a quelque chose qui peut résonner en nous. Les photographes, les photojournalistes, les journalistes, les documentaristes, j'allais dire ceux qui racontent des histoires et qui ont la chance de voyager à travers le monde, on a souvent un pays qui nous touche en particulier. Je pense que quand je pense à Olivier Folmy, par exemple, un photographe spécialiste de l'Himalaya pendant longtemps, il y a une forme de spiritualité qui doit le toucher. Je suppose que ceux qui sont aimantés par l'Amérique latine, il y a quelque chose qui résonne en eux. Et c'est le cas pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a quelque chose dans ce pays qui résonne en moi. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je me sens effectivement en contact avec eux. Ils me font rire, je crois que je les fais rire aussi. On se comprend, même si évidemment les Occidentaux et les Papous, on pense de façon très très différente, mais on arrive à se comprendre, on s'entend bien en général. C'est ce qui permet aussi de réaliser des photographies parce que
j'explique aussi souvent que ce qui fait la qualité d'une photographie, c'est pas le photographe pour une part, mais c'est surtout le monde et les gens qui nous entourent, qui nous autorisent à faire ces photographies. Pour que je puisse photographier des papous, d'abord, il faut qu'ils soient d'accord, qu'ils aient envie, qu'ils m'invitent à observer des rituels qui sont souvent secrets, sacrés, cachés. Là, tu nous parles beaucoup de l'humour des papous, des Mmh, hommes, mmh. pas des paysages, pas des animaux. Dans Géo, tu consacres une double page à ces espèces uniques au monde que l'on trouve là-bas, parce que la Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite 5% des espèces connues sur la planète. Est-ce que, et on va venir aux papous bien sûr, mais est-ce qu'il y a des animaux, des arbres ou des plantes qui te fascinent particulièrement là-bas, ou c'est les hommes avant tout? Oui, c'est vrai que le plus important pour moi, d'abord, ce sont les hommes qui vivent dans cette nature. Mais bien sûr, la nature est omniprésente en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 78% du pays c'est de la forêt primaire. C'est vrai qu'il y a des animaux qui sont vraiment fascinants. Je pense notamment à l'oiseau de paradis, qui est le symbole de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y en a toute une variété, une quarantaine à peu près. Ce sont des oiseaux qui sont uniques au monde. Avoir la chance d'observer les parades nuptiales d'un oiseau de paradis, c'est un moment dans sa vie aussi, parce que c'est toute la beauté de l'imaginaire, de la nature devant nos yeux. Donc, c'est une chance incroyable. Ça fait partie aussi de ce qui m'attire en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais ça fait partie d'un tout, je pense. Et pour moi, il y a évidemment cette nature, cette faune, cette flore. Et tout ça, bien sûr, se retrouve dans un creuset avec les êtres humains et cette grande variété humaine. Parce que je trouve qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est ce qui fait l'intérêt, c'est qu'il y a une richesse. L'imaginaire de la nature, des êtres humains s'exprime ici à son paroxysme. Et notamment chez les Yatmoul, où tu t'es rendu, ça fait partie des quelques 800 nations de cet État. Alors chez eux, il y a ce rituel de scarification des hommes crocodiles qu'on peut voir dans les pages de Géo. Alors pour moi, c'était un paragraphe dans mes bouquins de sociologie sur les travaux de l'anthropologue Margaret Mead. Mais toi, tu as pu y assister. C'est un rituel qui se pratique encore aujourd'hui. Ça consiste en quoi? Alors, c'est vrai que c'est un rituel qui existe encore, qui est un rituel très, très impressionnant. Ce rituel de scarification, c'est un moment, une étape, heu, que doivent passer les adolescents en général pour passer à l'âge adulte et ils sont scarifiés, donc leur peau est, entaillée de centaines de petites, entailles, mais qui sont très profondes et qui vont donner ensuite à la peau, l'apparence des écailles du crocodile. C'est pour ça qu'on les appelle les hommes crocodiles. C'est effectivement un rituel qui a été étudié par beaucoup d'ethnologues différents, Margaret Mead bien sûr, mais aussi des ethnologues français comme Christian Coiffier. Et on a encore la chance de pouvoir assister à ce type de rituel. Et c'est vraiment un cadeau. C'est-à-dire que Florian Spring, qui est le photographe qui a réalisé le reportage, moi je ne suis que le journaliste pour ce reportage, euh, on a eu la chance de pouvoir être invité parce que c'est un rituel qui est sacré, qui est aussi secret. Il y a beaucoup, beaucoup d'interdits, beaucoup de choses qui ne sont pas révélées aux non-initiés. Et donc, c'est vraiment un cadeau qui est fait par cette communauté Yatmoul, par ce village qui nous autorise à prendre des photos et assister à ce rituel parce que on va montrer ces photos aux lecteurs de Géo. Et ce sont des photos qu'il ne faudra surtout pas aller amener en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans cette tribu parce qu'il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui sont complètement interdites, qui ne doivent pas être vues par les non-initiés. Et c'est aussi ce que je trouve très généreux de la part des Papous. Ils sont fiers de leur identité, de leur culture, et ils nous font ce cadeau, entre guillemets, parce qu'ils savent que nous, les Occidentaux ou les lecteurs de Géo, ne font pas partie de leur cercle social, de leurs croyances. Donc, ils nous laissent découvrir tous leurs secrets. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un reportage qui est exceptionnel, qui est rare à découvrir. Et le rituel en lui-même, est-ce que tu peux nous le décrire, toi qui l'as vu? C'est un secret. Qu'on peut voir un peu en photo dans Géo. Tu parles des photos de Géo, il y a 40 ans, c'est les photos de Géo, parce qu'il y a 40 ans, Géo existait déjà et publiait déjà des photos sur la Papouasie. Ces photos-là ont eu un impact dans ta vie à toi, lequel? Alors, c'est vrai que ça a vraiment, changé ma vie, effectivement, je raconte de temps en temps que j'ai découvert un numéro qui date de 1981, la couverture, je m'en souviendrai toujours, c'était un papou, paré, peint avec le visage très serré, c'était une très, très belle couverture et depuis que j'ai lu ce numéro, c'est vrai que j'ai eu une curiosité, une appétence pour découvrir ce pays et je crois que depuis, j'ai consacré une bonne partie de ma vie à photographier, à témoigner des mutations aussi de ce pays, avec la modernité, bien sûr, l'influence des missionnaires,
des évangélistes, etc. Et j'ai vu aussi à travers le temps, comment dire, ce pays changer. Si d'ailleurs Géo a publié plusieurs reportages depuis 1980 sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est vraiment intéressant parce que quand on compare ces différents articles qui ont été publiés au fil du temps, on voit ce pays changer. Je crois que dans ce numéro de 1981, si je ne dis pas de bêtises, l'ouverture c'était un papou sur une moto en parure. Aujourd'hui, ensuite, on a vu ces parures évoluer, changer. Des papiers de bonbons ont été intégrés aux parures dans des numéros plus tard, un peu plus tard. Puis maintenant, ça devient rare de voir un papou en parure sur ces vieilles motos parce que les papous portent toujours des parures, mais ils vont pas faire de moto avec. Donc on sent le monde qui change à travers les reportages qui changent. Et c'est d'ailleurs aussi l'objet de ce, comment dire, de ce dossier spécial sur la Papouasie de Géo, parce qu'en fait, il y a un sujet sur Port Moresby, la capitale, et cette capitale de Port Moresby, maintenant, elle est vraiment en train de rentrer dans le 21e siècle. Elle devient moderne, il y a des bâtiments un peu futuristes, il y a de nouveaux bâtiments comme la Peck House qui a été construit il y a 2 ans. Et donc, c'est une ville qui est en pleine transmutation, transformation, révolution. Et voilà, ce pays, il est vraiment en train de changer. Je trouve que ce numéro de Géo en témoigne bien parce qu'il montre cette variété entre ces rituels très traditionnels, comme les rituels de scarification au Yatmoul, et en même temps, cette capitale Port Moresby qui devient une cité de lumière. Donc comme souvent, là, opposer tradition et modernité chez les Papous, ça n'a pas grand sens. Ils vivent au XXIe siècle au sens mondialisé où on l'entend. Oui, en fait, je trouve que c'est vraiment une question intéressante parce que si nous, les Français, on se demande si notre culture n'a pas disparu, ben non, on parle toujours français aujourd'hui. On crée tous les jours de nouvelles chansons, de nouveaux bâtiments. Il y a plein de choses modernes qui se créent, mais ça reste extrêmement français. Et les Papous aussi, bien sûr, ils ont toujours des pratiques très traditionnelles, mais leur culture, comme la nôtre, elle évolue, elle perdure, et les bâtiments futuristes qui sont construits aujourd'hui à Port Moresby, ils sont complètement empreints de, comment dire, la logique, le graphisme, le design, la façon de penser des Papous. Par exemple, ce nouveau bâtiment qui s'appelle le Lapek House, donc qui se trouve à Ella Beach, qui est une grande salle des congrès qui a été bâtie sur la mer, elle a la forme traditionnelle du voilier du Lacatoy. Le Lacatoy qui était un voilier qui était utilisé il y a plus d'un siècle pour les grandes traversées traditionnelles. Donc en fait perdure complètement une tradition papoue, une façon de penser mélanésienne dans ces bâtiments architecturaux contemporains et modernes. Par exemple, le Parlement aussi, il reprend la forme d'une maison des esprits de la région de Maprik et de la tribu des Abélam. Donc cette façon de vivre des Papous est toujours là, simplement, comme toutes les sociétés, comme les Français, comme les Allemands, euh, on évolue et notre identité, elle perdure à travers la modernité. Voilà. On parlait des Yatmoul, mais tu connais aussi très bien les Ouli. Tu y as ton ami le chef Monidje Kepanga, auquel tu as consacré plusieurs livres et films documentaires, dont Frères des arbres. Tu l'invites en France régulièrement, il s'est même retrouvé coincé chez toi pendant la pandémie. Comment votre histoire à tous les deux a-t-elle commencé? Oui, c'est vrai que c'est une longue histoire. On s'est rencontrés en 2001, donc ça fait 20 ans, dans son village. Je venais réaliser un reportage photo et puis j'ai été accueilli par Mudijé, par son cousin Paul Obi, qui m'ont accueilli dans leur case pendant plusieurs semaines. Ils ont pris soin de moi avec beaucoup de générosité. Je me souviendrai toujours que, alors que j'habitais chez eux, dans leur case, qui est une maison des hommes, donc qui est uniquement réservée aux hommes de la tribu des Ouli, et ils m'ont accompagné tous les jours pour réaliser des photos en partant le matin très tôt, revenant tard le soir. Et puis un jour, mon DJ, on était en train de marcher sur le chemin, puis une dame vendait des petits pains qu'elle faisait cuire, je sais pas, dans un four traditionnel. Et évidemment, moi, français, n'ayant pas mangé de pain depuis un moment, la première chose que j'ai voulu faire, c'est acheter ces petites brioches. Et Moody J ouvre son sac, qui est un sac en écorce d'arbre. Il ouvre je sais pas, un sac plastique tout vieux. Dans ce sac plastique, il y avait des feuilles. Il ouvre ces feuilles séchées et il sort un petit billet de 2 kinas, ce qui est l'équivalent de 50 centimes, donc le seul billet qu'il avait dans son sac, et il le tend à la vendeuse en lui disant voilà, c'est du pain. C'est un blanc, lui, il aime manger du pain, il faut qu'il achète du pain. Alors moi, je le remercie, bien sûr. Je lui dis mais non, c'est pas toi de me payer ces 3 brioches. Moi, je viens réaliser un reportage, je suis payé pour ça. Je vais payer mon pain moi-même. Donc je lui rends son billet et puis je paye mes 3 brioches. Et puis lui tend de nouveau le billet à cette dame et il lui dit non, on va en prendre le double.
parce que il est grand quand même. Je pense qu'il mange rien chez moi, donc il faut vraiment qu'il mange. Ça m'a touché, je pense, cette générosité qui est vraiment une générosité de papou, une générosité tribale, où quand on vous accepte dans la tribu, on vous donne tout. Et ça m'a beaucoup touché. C'est comme ça que notre histoire d'amitié a commencé. Et puis avec d'autres amis, on a invité Moody J et son cousin en France. Ça a donné l'occasion de la réalisation d'un film pour Canal+, qui s'appelle L'exploration inversée, avec Jean-Marie Barrère, qui raconte leur vision de notre monde, exactement comme les lettres persanes. Et puis, effectivement, il s'est passé beaucoup d'aventures, et puis on a réalisé Frères des arbres, qui retrace son combat contre la déforestation en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et quand on voit ces documentaires, ou quand on vous voit tous les deux en France, quand il est de passage en France, on a l'impression d'une grande complicité. Vous vous fâchez jamais tous les deux? Si, je dis souvent, bah, Moody J a mauvais caractère et il dit de moi que j'ai mauvais caractère. Mais si, si, bien sûr, il n'y a aucune raison. On s'entend bien, c'est quelqu'un qui est très charismatique, qui a beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Mais bon, on n'est pas toujours d'accord. Et donc, il nous arrive, ouais, assez souvent de se fâcher, ça peut arriver. Mais Moody J le dit lui-même très bien, les vrais amis se fâchent souvent. Donc, bon, voilà, ça peut arriver. Mais on a passé 8 mois ensemble pendant le confinement. Et c'est vrai que c'était difficile pour lui parce que il était loin de chez lui, sans savoir s'il pourrait rentrer en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans la région dont il est originaire, la région des montagnes, il y a encore des guerres tribales. Il était inquiet pour sa famille aussi. Donc c'était un moment difficile quand même d'être bloqué en France pendant 8 mois sans pouvoir sortir. Tout le monde a été stressé, mais imaginez un papou confiné en France, c'était encore plus dur. Mais bon, pour vous rassurer, il est de retour chez lui, tout va bien. Et il prévoit de revenir bientôt quand ce sera possible. Il viendra de nouveau présenter des films et puis on a d'autres projets bien sûr, donc il sera bientôt de retour en France. J'ai une confession à te faire, Marc. Je dois te dire que la première fois que j'ai entendu parler de toi et de Moody J, la première fois que je vous ai vu, c'était en 2016 au Musée de l'Homme à Paris. Et Moody J venait faire cadeau d'une coiffe traditionnelle au musée, qu'on peut voir encore aujourd'hui, pour rappeler aux visiteurs l'impérieuse nécessité de protéger la forêt. Toi, tu traduisais à ce moment-là. Et au même moment, une pirogue que j'aime beaucoup, entrée au Musée de l'Homme pour les mêmes raisons, offerte celle-là par le peuple Sarayaku d'Amazonie équatorienne, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans les pages de Géo. Amazonie, Papouasie, même combat. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que la Papouasie et l'Amazonie, ce sont deux forêts primaires du globe avec évidemment tout ce que ça sous-entend, c'est-à-dire une biodiversité, des arbres qui sont uniques au monde, et qu'il faut protéger, qui n'ont pas été plantés par l'homme, bien sûr, mais qui sont très anciens, qui sont des pièges à carbone, qui produisent de l'oxygène. Enfin bref, en ce sens, ce sont deux forêts qui sont très semblables. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de différences et elles sont dissemblables à de nombreux égards. D'abord, par leur taille. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est bien plus réduite que l'Amazonie. Et puis ensuite aussi par la politique qui entoure ces deux zones. L'Amazonie c'est une zone de forêt qui appartient à plusieurs pays, essentiellement au Brésil, mais pas uniquement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de déforestation et c'est une forêt qui est très très abîmée, ou en tout cas en ce moment, elle est très attaquée. C'est le cas aussi de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais la situation est différente, je pense. Le gouvernement papou cherche plus, je pense, à la protéger. Elle a certainement plus conscience pardon, de l'importance de protéger cette forêt. Donc il y a des approches qui sont différentes. Et puis j'aimerais dire qu'il y a quelque chose qui est très très important aussi dans leurs différences, c'est que en Amazonie, qui est une zone que je connais très très mal, hein, je suis allé au Brésil une seule fois et je ne peux pas du tout en parler même. Mais il me semble que les propriétaires terriens traditionnels, autochtones, les Indiens, eux, sont dépossédés de leurs terres. Et on leur vole leurs terres, on les tue, on les expulse pour pouvoir défricher, etc. C'est pas du tout le cas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puisque traditionnellement les Papous sont des propriétaires coutumiers. Euh, la constitution papoue autorise, comment dire, pas autorise, mais reconnaît la propriété de ces terres à leurs propriétaires traditionnels, coutumiers, et rien ne peut être fait sans l'autorisation. Donc, ça change quand même tout. C'est-à-dire que Moody J, sur ses terres, il est maître chez lui. Si on coupe du bois chez lui, c'est qu'il a été d'accord. Alors, il a pu être trompé, et ça peut arriver parfois, mais ça change quand même tout. Ils sont vraiment c'est un État souverain. Les Papous qui sont au gouvernement, le Premier ministre est un Papou, de la même tribu que Moody J d'ailleurs. Donc, ça veut dire que les problématiques sont quand même très très différentes. Voilà. Mais c'est en ce sens qu'elles sont intéressantes aussi de les comparer, parce qu'il y a certainement des choses à apprendre. Dans les régions francophones, tu es le traducteur officiel de Moody J, mais vous parlez en quelle langue tous les deux? C'est du pidgin?
Exactement, oui, c'est le pidgin, c'est un créole d'anglais, c'est une langue qui est relativement facile à apprendre, à parler. Beaucoup de mes amis parlent couramment papou. Toutes les personnes qui ont été en contact longtemps avec Moulidier ou qui sont venus avec moi en Papouasie, je pense à tous les réalisateurs qui ont travaillé avec moi, Jean-Marie Barrère, Luc Maresco, tous nos copains, il y en a plein d'autres. Tous ont fini par apprendre à parler papou parce que c'est une langue relativement simple qui est composée de beaucoup de mots d'anglais qui sont prononcés à la française. Donc c'est assez facile pour nous, les Français. Je vous donne un exemple. Par exemple, talk saver, talk de parler en anglais, saver, savoir, c'est une information. Donc voilà, on peut dire que Géo, c'est un talk saver magazine, quoi. Est-ce que tu as d'autres mots comme ça dans ta besace ou des expressions favorites? Il y en a une que j'aime beaucoup qui est One Bell Istap. One Bell Istap, si je traduis littéralement, ça veut dire un estomac reste. Alors, pour nous, ça veut rien dire, mais en réalité, un estomac reste, en papou, quand on dit ça, ça veut dire que on est d'accord, qu'on n'est pas fâché, qu'on comment dire, qu'on est dans une relation où on est apaisé, comme si on avait l'estomac plein ensemble, comme si on avait partagé un repas. C'est un petit peu ce que ça veut dire. Et Très j'aime beaucoup, français dans l'esprit. c'est ça, c'est français dans l'esprit, mais j'aime beaucoup cette expression parce que je trouve que évidemment elle nous parle beaucoup à nous les Français, mais en même temps c'est vraiment une façon de dire que d'accord, on est apaisé, on est d'accord, et c'est une jolie façon de le dire. Et je ne sais pas s'il y a un mot pour coronavirus, mais le fait est que la pandémie a ralenti tous tes projets en cours. Ça va faire 1 an et demi maintenant que tu n'y es plus allé. Comment est-ce que tu gardes le lien? Alors, oui, c'est une bonne question. D'abord, je suis, toujours très régulièrement en contact avec, des papous, par téléphone, par, Messenger, par exemple, puisque Moulidier porte des plumes et des parures, mais il a aussi un téléphone maintenant et il utilise Messenger, donc on peut communiquer assez régulièrement. Il Je dit suis en lui-même contact dans l'interview de Géo qu'il peut plus se passer de son smartphone. exactement, oui, c'est ce qu'il explique et c'est ce que j'aime beaucoup, avec Moulidier, c'est qu'il incarne vraiment, comment dire? Cette multiplicité, cette richesse intérieure qu'ont les papous. Ils peuvent porter des plumes, parler leur langue maternelle, toujours pratiquer des rituels, traditionnels et en même temps avoir un téléphone portable, un smartphone, utiliser Messenger. C'est tout à fait normal pour eux et je suis d'accord avec eux, bien sûr, il n'y a pas de raison de voir d'opposition dans tout ça, mais ils mêlent vraiment modernité et tradition dans un même creuset et mon DJ en est vraiment, l'incarnation et son interview le permet de le toucher du doigt parce qu'il parle aussi bien des oiseaux de paradis, de la déforestation, des smartphones. Voilà, c'est en ce sens qu'ils sont vraiment intéressants. Sur la pandémie, est-ce que tu peux nous dire un mot de la situation sanitaire là-bas? En fait, la pandémie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle a touché le pays avec un peu de retard, par rapport au reste du monde. Tout simplement parce que c'est une zone isolée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une île qui est au nord de l'Australie avec peu de contacts, à la fois commerciaux, humains, peu de déplacements et c'est un pays qui a assez tôt fermé ses frontières. Donc, il y avait très peu de cas de coronavirus et très peu de morts pendant longtemps. Alors qu'il y avait, des milliers de morts en France, il n'y avait aucun mort en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais en fait, la crise est arrivée avec retard et de façon très sournoise. Donc elle a véritablement commencé il y a quelques mois et les Papous se sont aperçus qu'effectivement, il y avait beaucoup de cas, mais qui n'étaient absolument pas détectés puisque on parle d'un pays qui a peu d'infrastructures, médicales, peu d'accès aux tests et cetera. Donc, les gens étant solides, il y avait peu de personnes malades et les quelques personnes qui sont tombées malades ne savaient peut-être même pas que ça pouvait s'appeler coronavirus. Donc, quand ils se sont aperçus que la crise sanitaire et l'épidémie étaient là, il y avait beaucoup déjà de cas. C'est le cas encore aujourd'hui, mais le pays est toujours fermé, il va certainement rester fermé encore pendant plusieurs mois. Mais on va dire qu'il y a moins de morts que chez nous, tout simplement parce que c'est des questions structurelles. L'espérance de vie en Papouasie n'est que de 66 ans. Donc, les gens sont en général en bonne santé, solides, parce qu'ils ont déjà survécu, ou soit ils sont déjà morts, soit ils ont un système immunitaire qui est solide. Donc, quand ils sont touchés par le coronavirus, ils sont souvent asymptomatiques. Et malheureusement, ceux qui tombent malades ne bénéficient pas, pardon, d'une infrastructure médicale qui soit de qualité, donc ils sont souvent vraiment en difficulté. Mais hélas, c'est vraiment un pays qui est touché parce ils sont vraiment en manque de moyens, de structures, d'argent, de vaccins, etc. Il y a eu beaucoup de dons de l'Australie, par exemple, qui a remis plus d'1 million de vaccins récemment. Et
on peut espérer que la situation va devenir normale d'ici peut-être 1 an, mais pas avant. On comprend que toi, il va falloir peut-être que tu attendes un peu avant de pouvoir y retourner, mais en attendant, tu prépares quelque chose pour la COP26 à Glasgow. Mais quoi? Hem, oui, en fait, le plateau de Managalas dans la région de Oro, dans la province de Oro, va probablement être, classé avec l'aide, le soutien du gouverneur de la province d'Oro qui s'appelle Gary Jouffa. Et c'est un projet important justement de protection de la forêt primaire puisque c'est 350 000 hectares qui pourraient être, protégés et Gary Jouffa, ce gouverneur, est invité à Glasgow à la COP26 pour présenter, ce projet de protection. Et c'est un projet qui est très intéressant parce que c'est une zone qui est une zone de forêt primaire, mais où vivent 22 000 papous. Et c'est intéressant en ce sens que il faut bien que ces papous vivent. Et pour vivre, il faut bien qu'ils exploitent leurs terres, comme tous les agriculteurs chez nous. En même temps, c'est une zone unique à l'échelle de l'humanité qu'il faut préserver. Et donc, ils ont décidé de faire don de cette forêt à l'humanité, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ils décident de la préserver, de ne pas couper ces arbres, de ne pas les exploiter, de ne pas planter de culture, etc. Et donc de protéger ce réservoir, mais ils vont essayer de développer des projets d'agroforesterie, c'est-à-dire des projets où on préserverait la forêt, mais où on ferait pousser des cultures qui permettent de ne pas détruire la forêt, comme par exemple certaines techniques de culture du café, de la vanille, etc., qui utilisent l'ombre des grands arbres et qui leur permettent de gagner de l'argent. Et avec ces revenus, puisque comme tout le monde, il faut bien qu'ils vivent, avec ces revenus, ils peuvent continuer à exister sans détruire la forêt. Voilà, c'est ce projet et c'est ce projet que va présenter Gary Jouffa et j'aimerais les accompagner dans le cadre de documentaires. Ouais, parce qu'on prépare en fait une série pour la chaîne Arte de 5 documentaires autour des forêts primaires du globe. Donc chaque film, c'est 52 minutes. Chaque film réalisé par des réalisateurs différents permettront de découvrir tous les enjeux de ces forêts. Donc on a parlé de l'Amazonie tout à l'heure, évidemment il y en a d'autres dans le bassin du Congo, etc. Et la Papouasie est un de ces exemples, et c'est un exemple intéressant puisque c'est une forêt primaire unique, mais les Papous ont une véritable prise de conscience en ce moment de la protection de cette forêt. Voilà, ce sera l'objet de cette série à découvrir sur Arte peut-être en 2023. Gardien de la forêt. C'est ça, normalement ça s'appellera peut-être Gardien de la forêt, mais d'ici là, peut-être que le titre aura changé. Merci Marc Dosier d'avoir participé au podcast Géo Retour de terrain. Je rappelle qu'on peut découvrir ton grand dossier papou dans le numéro de juillet, disponible en kiosque ou en passant par géo.fr. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict, Spotify, Castbox. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous adresser des commentaires ou à nous laisser tout plein d'étoiles. Et parce que Géo est un magazine qui se lit aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.